Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Et oui, pour une fois, c'est moi qui fais l'intro, c'est pas mon compère Sylvain. Et la raison est simple, c'est que, comme je vous explique régulièrement, je suis l'actualité et j'ai vu que dans quelques jours va démarrer le tournoi des 6 nations. Alors, je sais que c'est un tournoi de rugby, ça va. Et après ça, je sais pas grand-chose. Par contre, Sylvain maîtrise beaucoup plus le rugby que moi. Et donc, c'est pour ça que je lui ai passé la main. Du coup, au fait, Sylvain, c'est quoi le tournoi Destination? Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Merci Thierry pour cette intro. Écoute, je vais essayer de te faire découvrir un peu les notions du rugby et principalement du tournoi Destination. Mon grand-père était très fan de rugby et donc c'est vrai que souvent on regardait les matchs, dont le fameux crunch. Est-ce que tu sais ce qu'est le crunch? Le crunch anglais. Je crois que c'est Angleterre-Irlande ou un truc comme ça. Et non, c'est France-Angleterre. C'est France-Angleterre. France-Angleterre. Bref, je connais rien. C'est le fameux crush anglais, crunch anglais. Ah oui. Là, c'est vraiment, il y a une rivalité sportive qui est historique entre l'Angleterre et la France au niveau du rugby, qui est quand même assez incroyable. Et dans ce cadre-là, on va parler du tournoi des 6 nations. Alors, c'est le plus ancien championnat annuel de rugby international. À ton avis, ça date de quelle époque? Allez, je reste sur mes bases footballistiques, donc je vais m'aligner avec la Coupe du Monde, on va dire les années 30. Alors, c'est né en 1883. J'y étais de nouveau pas. Ça s'entend pile poil avant ma naissance. Alors, dans un premier temps, toi, tu as dû connaître le tournoi des 5 nations pendant des années, et qui est devenu par la suite le tournoi des 6 nations en 2000 avec l'arrivée de l'Italie. Donc, tu vas avoir l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, la France, et puis maintenant l'Italie. Le tournoi, c'est vraiment la vitrine majeure du rugby européen. Ce qu'il faut comprendre avec le rugby, c'est qu'il y a vraiment le côté hémisphère nord contre hémisphère sud. Hémisphère sud, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Et ce tournoi, il va bientôt être intégré dans un calendrier mondial qui est totalement repensé à partir de cette année. J'en parlerai très brièvement tout à l'heure. Et cette année, il se déroule du 5 février, donc jeudi prochain. La France inaugure ce tournoi jusqu'au 14 mars 2026. Donc tu vois, ça s'échelonne sur un mois et demi à peu près. D'accord. Et j'en profite pour faire aussi une petite transition. Si, comme moi, vous connaissez pas grand-chose au rugby, je profite pour faire de l'autopub comme on fait régulièrement. Il y a l'épisode 18 qui explique comment fonctionnent les points et les bonus au rugby, et l'épisode 20 qui était une interview de Jeff, que je salue s'il nous écoute, concernant le rugby au Luxembourg. Ça étant dit, donc effectivement, du coup, tu me disais donc 1883 pour la création de ce tournoi. Te connaissant, j'imagine que tu as un petit peu cherché l'histoire de ce tournoi et que tu as quelques dates à nous fournir. Oui, et d'ailleurs, j'ai quelques dates qui m'ont surprise. 1883, c'est la création du Home Nations Championship. Excusez du peu, entre l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles, donc en gros le Royaume-Uni. Et c'est seulement en 1910 que la France rejoint la compétition et qui devient à ce moment-là le tournoi des 5 nations. D'accord, donc on aurait pu appeler ça à l'époque le tournoi des 4 nations, mais bon, c'était différent. Du coup, on passe au 5 pour la France, ok. Exactement. Il y a eu quelques petits scandales dans les années 30. La France est exclue parce qu'à l'époque, c'était un tournoi amateur. Est exclue en 1931 pour soupçon de professionnalisme. C'est moche. Et le tournoi redevient, on va dire, le Home Nation jusqu'en 1939. Donc, ce qui était la base avec les 4. D'accord, sachant qu'à ce moment-là, je suis sûr que les années suivantes, ça n'a pas dû beaucoup jouer, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est ça. Le retour de la France, donc en 1947. Donc pour ça, tu vois qu'il y a les années de guerre, hein, de toute façon. Donc effectivement, on revient à un mode normal et on reparle officiellement à ce moment-là du tournoi des 5 nations. De 1947 à 2000, pas d'évolution majeure. Le tournoi se joue chaque année, chaque équipe se rencontre une fois, il y a des bonus, ça vous le verrez au niveau de notre épisode 18, et puis après, le meilleur gagne. Est-ce que tu sais ce qu'il s'est passé en l'an 2000 et qui est la dernière grosse évolution du tournoi ?
Je dirais qu'après que la France ait battu l'Italie à l'Euro, du coup, pour s'excuser vis-à-vis de l'Italie, ils les ont intégrés dans le tournoi des 5 nations. Exactement. Je suis pas L'Italie, sûr de la raison exacte. non. Alors l'Italie, qui est une nation émergente à ce moment-là du rugby, est intégrée et devient la naissance du tournoi des 6 nations moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, et il n'y aura pas d'autres modifications. Mais de mémoire, l'Italie avait pas un super niveau pour l'époque. Je me Ah, trompe peut-être, hein, mais il me semble qu'ils se ouais. prenaient, tu me passeras l'expression, mais des raclées assez monstrueuses. Alors l'Italie, les débuts ont été très très chaotiques pendant des années. L'Italie prenait très cher, voilà, mais c'était une ouverture, c'était une progression. C'est ce qui pour moi leur a permis de progresser et d'atteindre le niveau qu'ils ont maintenant, qui est déjà beaucoup plus pertinent parce qu'ils arrivent à faire des victoires, ils ont jamais gagné, mais ils arrivent en tout cas à ne pas être en grosse difficulté comme c'était le cas. Et donc depuis l'origine, et là on va parler un peu de l'Italie parce que ça leur est arrivé malheureusement assez régulièrement, on retrouve la notion de grand chelem. Donc le grand chelem, c'est le fait de gagner tous ces matchs. Donc forcément, D'accord. tu gagnes tous les matchs, tu gagnes le tournoi. De triple couronne entre nations britanniques, c'est-à-dire la nation britannique qui va battre les autres, et de cuillère en bois. Est-ce que tu sais à quoi correspond la cuillère en bois dans le rugby et dans le tournoi Destination? Non, j'ai déjà entendu le terme, mais ça me parle pas du tout. Eh ben, c'est la nation qui perd tous ses matchs. D'accord, ok. Voilà. Donc, pour ça que je disais, c'est arrivé à l'Italie souvent au Oui. début, avant qu'ils progressent de manière assez importante. Et donc, c'est vrai que les pauvres, ils avaient pendant des années la cuillère en bois à perdre tous les matchs. Mais bon, c'est la loi du sport, c'est comme ça. D'accord. Et du coup, donc là, tu nous as fait un petit peu l'historique. Et donc, à l'heure actuelle, donc le tournoi des 6 nations, comme on a dit, j'imagine que du coup, il prend un peu plus d'importance que tu l'as dit aussi indirectement, le niveau qui augmente, les enjeux, etc. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, il y a un enjeu déjà sportif, effectivement, 5 journées de février à mars, donc on l'a vu, 5 février au 14 mars, France-Irlande, le premier match, j'avais oublié de vous le préciser jeudi prochain, avec un système de points bonus, donc là, épisode 18 toujours, victoire, essai, bonus offensif et défensif. Je vous laisse écouter l'épisode, ça vous expliquera à quoi ça correspond, adopté sur le modèle des autres compétitions. Donc ça, il n'y a pas de changement spécifique par rapport à une Coupe du Monde, par exemple. D'accord. Le tournoi masculin, le tournoi féminin et les moins de 20, les U20, se jouent sur une période similaire, ce qui crée une vraie saison Six Nations sur plusieurs semaines. D'accord. Donc, tout se joue en même temps. Pas forcément les mêmes dates, pas les mêmes jours précisément, mais la même Oui. plage calendaire. D'accord, donc les passionnés de rugby, ils ont le droit, et heureusement d'ailleurs pour eux que c'est pas les mêmes jours, mais au tournoi des hommes, au tournoi féminin et au tournoi des U20. Mm. Alors ça fait quand même pas des matchs tous les jours vu que ça s'étend Non. sur un mois et demi, mais j'imagine ça fait que tous les 3-4 jours il y a un match si on mélange Ouais, les compétitions, quoi. disons que vous pouvez assez facilement trouver les calendriers, mais voilà, il y a 5 matchs dans le tournoi Destination, Ah oui, donc sur un mois et demi. Donc tu peux très bien avoir par exemple les U20 qui jouent l'après-midi et l'équipe A qui joue le soir, par exemple. Ça peut être le cas, mais t'as rarement les 4 équipes le même jour. d'accord. Et un point qu'on n'a pas abordé, peut-être que tu l'as abordé, mais je sais qu'on en parlait avant l'enregistrement de l'épisode. Les équipes en question, donc les 6 que tu as citées, Oui. c'est tout le temps les mêmes. C'est pas une notion de qualification ou quoi que ce soit. C'est un tournoi, on va dire, fermé, avec tout le temps les mêmes équipes d'année en année. Ça peut se rapprocher un peu, tu sais, des sports américains, toute proportion gardée, de ligues fermées où il n'y a pas de promotion, pas de relégation, et ce sont toujours les mêmes. Donc exactement, si tu finis cuillère de bois, tu reviendras au prochain tournoi. On en parlera juste après pour le futur parce qu'il y a le nouveau championnat des nations qui existe, parce qu'il y a des nations européennes, par exemple, comme la Géorgie. Sache que la Géorgie, hormis fournir de très bons joueurs de foot, a également une équipe qui est vraiment en grande progression. Tu as des D'accord. pays comme l'Argentine également qui sont de très bons pays. Tu as des pays émergents. L'Allemagne commence à s'y mettre un peu. L'Espagne également. Mais eux ne sont pas intégrés, en tout cas au tournoi Destination, bien que l'Argentine, à une époque, on en avait parlé, mais ça ne s'est pas fait. Ils sont plus maintenant sur des matchs dans l'hémisphère sud avec les 3 autres grosses nations. D'accord. Et donc, je vois que tu as mis un
un petit paragraphe, un espèce de résumé sur les dernières années. Ouais. Qu'est-ce qui s'est un petit peu Alors, passé? sur les dernières années, le niveau est extrêmement serré entre la France, l'Irlande et l'Angleterre. L'Irlande a été vraiment prédominante pendant un petit moment et ces trois équipes se partagent le haut du classement. 2024, c'était l'Irlande. 2025, Cocorico, c'est la France. 4 victoires sur 5 matchs qui a remporté le titre. Devançant derrière l'Irlande et l'Angleterre. Donc, on voit effectivement que ça se joue à très peu et ça se joue parfois même au bonus offensif et défensif. Donc ça veut dire qu'il faut aller marquer le plus grand nombre de points possible ou éviter d'en prendre le plus possible. Donc quoi qu'il arrive, ça donne un enjeu à chaque match. Et ça c'est important parce que ça peut jouer sur la victoire finale. Et pour finir, pour le présent, parce que là on parle de jeu, il y a aussi un très fort aspect économique sur le tournoi de destination. Entre les matchs, l'alcool dans certains pays, il paraît que pendant les matchs, par exemple France-Angleterre, en Angleterre, la quantité de bière est astronomique et parfois bat des records en termes d'utilisation dans les bars. Mais il y a beaucoup des produits dérivés, des maillots, voilà. Donc il y a quand même plus que ça. Il y a des droits télévisés et il y a un vrai intérêt économique parce que c'est tous les ans. Voilà, le crunch. Moi, je me souviens de mon grand-père, le crunch anglais. France-Angleterre, il fallait être devant la télé et il fallait qu'on gagne, quoi. Et maintenant, à l'époque, il y avait moins ce côté, tu sais, business, mais maintenant, c'est le cas et donc ça génère beaucoup d'argent. Et tiens, je fais un lien encore avec un autre épisode. Je suppose aussi que par définition, lié à tout ce que tu viens de dire, il y a aussi tout ce qui est sponsor qui se développe, en toute logique. Il y a des sponsors qui se développent. Tu as les droits télévisés comme beaucoup d'autres sports qui sont négociés et qui sont maintenant sur les chaînes de France Télévisions. Donc, on se retrouve quand même à pouvoir les voir gratuitement, en tout cas les matchs de l'équipe de France. Donc, mais c'est important parce que ça fait partie de l'évolution et ça va continuer, à mon avis, comme dans d'autres sports, en termes d'évolution. D'accord. Et une dernière question pour moi qui suis complètement néophyte et donc je représente, on va dire, si je peux me permettre, nos auditeurs qui y connaîtraient rien du tout et qui se posent des questions et c'est tout l'intérêt de notre épisode. Contrairement par exemple au football et comme ça, là c'est pas un tournoi qui se joue à un endroit précis, c'est chaque match, il y a une notion de match domicile extérieur ou un truc comme ça. Donc, un Angleterre-France se joue en Angleterre ou en France, mais il va pas se dérouler en Irlande ou ce genre de choses, je suppose. Non, il va pas se dérouler en Irlande. Là, par exemple, France-Irlande, le premier match a lieu au Stade de France, jeudi prochain. Italie-Écosse, par exemple, qui est le match suivant, aura lieu au Stade Olympique de Rome. L'Angleterre va jouer en Angleterre. Et puis le deuxième match, par exemple, nous, ce sera le 15 février contre le Pays de Galles. On jouera à Cardiff, au Pays de Galles. D'accord, voilà. Donc c'est toujours à domicile pour une des deux équipes. Et, exactement. Okay. Exactement. Voilà, il n'y a pas de match, tu sais, final, c'est un nombre de points, donc il n'y a pas de play-off final. Voilà. Donc voilà, chaque équipe. Alors il y a que 5 matchs, donc forcément, il y a une équipe qui en fera 3 à domicile, 2 à l'extérieur. Bon, voilà, il y a une équité en fonction des années, mais c'est forcément soit le pays hôte ou soit le pays où tu te déplaces. En tout cas. Et une dernière question par rapport à ça. Les championnats locaux, donc je pense typiquement au championnat de France de rugby, ils sont suspendus pendant ce temps-là ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, et ce qui est souvent très difficile pour les gros clubs. Alors parfois tu as des périodes de trêve, tu peux avoir des trêves donc de quelques jours, et ce qui fait qu'il peut ne pas y avoir de match. Mais très souvent, des joueurs sont monopolisés pendant le championnat ne s'arrête pas. Donc si tu as un club qui est un peu comme les pays à la CAN, tu sais, les pays africains, ils arrêtent pas les championnats. Et puis tu as des clubs qui ont beaucoup de bons joueurs africains et puis qui se retrouvent pendant quelques semaines sans ces joueurs-là. C'est souvent un peu le cas. Alors c'est sur un mois et demi. Je pense que la gestion des clubs se fait avec la fédération parce qu'il y a en général entre 10 et 15 jours entre chaque match. Alors est-ce que certains sont mis tout le temps à la disposition de l'équipe de France ou est-ce que certains vont aller faire un match entre les deux? C'est possible. Ça dépend vraiment entre les clubs et la fédération. D'accord. Mais tu as souvent des clubs pour qui c'est plus difficile. Les gros clubs et les clubs où il y a moins d'internationaux se retrouvent privilégiés pendant cette période-là. Comme tu disais, avec l'amalgame par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, vu le club que je supporte, je confirme que c'est parfois une problématique, mais c'est un autre sujet. Ok.
Je vois que tu avais fait un paragraphe aussi sur le futur du tournoi destination. Je sais pas si tu avais encore d'autres informations à donner avant de passer à cette partie. Alors, j'ai pas d'autres informations à donner et cette partie future sera assez rapide. Je vais juste évoquer ce que j'expliquais en préambule, le nouveau tournoi, Oui, donc le championnat des nations. Pas de changement pour le tournoi Destination. Lui reste avec ces 6 équipes-là, avec ses dates. Ce sont à peu près toujours les mêmes dates et il n'y a pas de modification. Il est intégré, on va même dire sanctuarisé dans ce championnat des nations. Le championnat des nations, c'est juste une nouvelle compétition internationale. C'est du rugby à 15 et qui, dans un premier temps, dès 2026, sera composé de 12 nations, donc des nations européennes, celles des tournois destination, des nations, ce qu'on appelle de la zone Zanzar, donc c'est Argentine, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. T'as les Fidji, le Japon, et tu as ces 12 nations qui vont s'affronter de juillet à novembre. On n'a pas encore les dates et qui feront un tournoi un peu plus, tu sais, un peu comme la Ligue des Nations au football, si tu préfères, ouais, d'accord. qui est vraiment européenne. Là, ce sera un peu plus mondial parce que les équipes européennes vont affronter les équipes de l'autre hémisphère. Juste pour dire que le tournoi, lui, ne va pas changer. Et à partir de 2030, il y aura 12 équipes supplémentaires dans cette compétition et il y aura un système de relégation et de promotion. Voilà. Mais pour l'instant, est-ce que ça évoluera par la suite? Le tournoi Destination est protégé. Je pense que c'est tellement légendaire, on va dire. C'est tellement intégré, c'est tellement ancien que c'est très très difficile de dire on va modifier. Je pense que les nations européennes ne seraient pas prêtes. C'est vraiment un rendez-vous incontournable. Donc voilà, pas de changement. C'est pour ça que je développe pas plus que ça. On en parlera peut-être dans un nouvel épisode. Ok, ça marche. Merci Sylvain. Et du coup, ben, qui dit épisode d'Au fait c'est quoi dit forcément anecdote. Donc, ben, je vois que tu en as trouvé quelques-unes. Donc, eh ben, je t'écoute pour la première anecdote. Alors, la toute première anecdote, le tout premier tournoi, 1883, c'était important de commencer par là. Il est remporté par l'Angleterre et qui signe au passage la première triple couronne de l'histoire. Donc, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, la triple couronne au niveau du rugby, c'est qu'il a battu effectivement les équipes britanniques. D'accord. Donc là, pour le coup, il y avait que des équipes britanniques. Il a gagné tous ses matchs, quoi, concrètement. Il a fait l'équivalent du Grand Chelem qui n'était pas encore dans ces termes-là à l'époque. D'accord. On Ensuite, l'a expliqué tout à l'heure, la France a été exclue du tournoi dans les années 30, officiellement pour professionnalisme. Ça reste un épisode assez sulfuré de l'histoire du rugby européen. Je voulais juste en reparler dans l'anecdote parce que si vous êtes amené et que ça vous intéresse, allez faire quelques recherches sur Internet. Je vous invite à le faire, ça peut être très sympa. puis j'aime beaucoup le fait d'être exclu pour cause de soupçon de professionnalisme. Ah oui, mais tu J'aime sais, beaucoup l'idée. c'est comme les Jeux Olympiques qui sont réservés aux amateurs, tu sais, pour beaucoup de sports en tout cas, et donc c'est un peu souvent ces scandales de ce type-là. L'Italie, on en parlait depuis son arrivée dans les années 2000, connu un début très compliqué avec un ratio de victoires extrêmement faible, ce qui a alimenté pendant des années le débat sur la relégation. Alors que même que c'est elle qui a contribué à faire un tournoi européen. Mais tu vois, les performances italiennes au début ont quand même été amenées à se poser la question de dire est-ce qu'on mettrait pas peut-être un autre pays qui viendrait remplacer. Enfin, tu vois, ça, il y a quand même eu des débats. Au final, rien n'a changé parce qu'on est très très conservateur à ce niveau-là. Et puis que l'Italie est montée en puissance au fur et à mesure, donc ce qui, j'imagine, redonne un petit peu de suspense avec l'Italie qui peut être on va dire un trouble fait de chacun des tournois destination en faisant un Ouais. exploit contre l'une ou l'autre des équipes. Totalement. Ils n'ont pas forcément. Alors là, je m'engage un petit peu et je vais peut-être me faire des ennemis, mais ils n'ont pas forcément, comment dire, de chance pour moi à l'heure actuelle de gagner. Mais ils ont été capables de nous battre et de battre toutes les nations. Donc ils peuvent vraiment avoir un rôle, comme tu dis, de trouble fête, qui peuvent vraiment nous prendre la tête. D'accord. Et puis je vois qu'il y a une dernière anecdote. Alors, le classement, je vais te donner le classement parce qu'il y a eu des anecdotes. Je vais citer le classement depuis 2000. Ce sera peut-être plus simple. Depuis le format destination, l'Angleterre a 7 titres, la France 7, le Pays de Galles 6, l'Irlande 6, l'Écosse et l'Italie 0. Donc tu vois,
c'est quand même très serré avec trois pays qui ont quand même un, deux, trois, quatre pays qui ont quand même entre 6 et 7 victoires. Donc tu as vu, il y a des générations, le Pays de Galles a une génération incroyable, l'Irlande également, l'Angleterre sont toujours relativement fortes, donc on voit que c'est quand même assez serré. C'est pas un tournoi en bois, tu sais, avec une équipe qui domine tout le monde plus que les autres. Non, et nous en plus on a le meilleur joueur du monde et qui, du peu que je sais, est revenu de blessure, semble être en forme, j'imagine, et en sélection. Donc, avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir passer premier historique de ce tournoi Destination. Voilà, j'ai deux, trois petites infos, c'est des anecdotes très rapides que je t'ai pas mises pour que tu ne sois pas spoilé, mon petit Thierry. Il y a juste un petit épisode de Varicelle en 1962. Pendant Irlande-Pays-Bas. Ah, ok. Donc, le match était reporté de 8 mois à cause de l'épidémie et il faut match nul 3-3 en novembre, sans aucun impact sur le classement gagné par la France. 1973, égalité parfaite. Les 5 nations terminent à égalité avec 4 points et partagent le titre. Un cas unique dans l'histoire. D'accord. Et juste pour le donner, on va quand même le préciser, 1977, c'est une belle fin. La France invaincue, sans essai encaissé. Et il signe son deuxième grand chelem avec les 15 mêmes joueurs sur les 4 matchs, sans encaisser un seul essai et seulement 21 points pris sur pénalité. Voilà, je voulais finir sur ça parce que ça fait toujours plaisir de montrer la France qui gagne. Exactement. Et puis ça fait jamais de mal d'être un petit peu chauvin. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Sylvain, pour toutes ces informations. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve après le générique pour indiquer comment nous retrouver sur les différentes plateformes. À de suite. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi. Très bon épisode Thierry, j'espère que tu auras découvert pas mal de choses sur le rugby et sur le tournoi. On te retrouve et on nous retrouve sur X, anciennement Twitter, un réseau que tu gères de main de maître. Thierry, je vous laisse aller dessus. Je te laisse présenter la suite des réseaux que tu fais si bien. Merci Sylvain, je me demandais quand j'avais fait l'intro si tu allais inverser aussi par rapport enfin à la fin et justement de communiquer sur les réseaux, mais je vois que non. Donc c'est bien, on revient sur les. Oui, parce que tu fais ça beaucoup trop bien, Thierry, et je sais, voilà, moi je pourrais le faire, mais là, voilà, les gens ne le comprendraient pas. Voilà, faut pas générer d'incompréhension. Non, tout ça pour dire que de manière générale, effectivement, si vous voulez en savoir plus sur nous, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr, puisque vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis, de manière générale, vous pouvez consulter les notes de l'épisode, puisque pour chacun des épisodes, et donc à chaque fois, vous aurez le lien vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis il y a un lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu de nouvelles personnes qui nous ont rejoints, donc n'hésitez pas, ça me ferait bien plaisir de vous voir arriver et puis de nous expliquer un peu comment vous nous avez connus, etc. Surtout que j'ai fait la mise à jour, il y a une mise à jour du serveur Discord cette semaine, voilà, quelques petites améliorations, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, merci beaucoup, allez les Bleus et à plus dans le bus. À bientôt, salut.